Bon, ayant expérimenté ce cours l'an passé, je sais qu'il peut y avoir des problèmes d'organisation, problèmes techniques, et déjà je débute en m'excusant pour la fois dernière où l'emploi du temps m'a été communiqué un peu à l'arrache, et du coup on m'a mis des heures de cours sur un moment où j'étais dans le train, c'était juste pas possible. Et donc c'est un cours que je vous proposerai de rattraper normalement sur le même créneau. J'ai demandé à vérifier que ça collait pour vous en semaine 8 ou 9, je sais pas à quoi ça correspond. Et du coup, je vais me présenter à mon tour. Moi, je suis psychologue clinicien. J'ai travaillé en psychiatrie adulte et également en infanto-juvénile. Et je suis enseignant-chercheur, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'Université de Lorraine. Donc, plutôt du côté du site de Nancy en psychologie. Il se trouve que mes thématiques de recherche depuis une vingtaine d'années, ce sont les personnes qui vivent des expériences paranormales, qu'on dit également expériences exceptionnelles. Et ça m'a amené à interroger d'une façon un peu différente la part du spirituel, du religieux, dans le champ de la psychopathologie, et à la fois comme source de problèmes, enfin, manière de mobiliser un petit peu les difficultés des individus, mais aussi comme des ressources sur lesquelles ils peuvent euh, s'appuyer pour différentes choses. Et les expériences paranormales en particulier, c'est un vecteur assez important de questionnement spirituel ou d'interrogation, puisque ça revient souvent remettre en cause les visions du monde que les gens vont porter. Et pour le coup, ils vont aussi aller chercher des interlocuteurs qui sont pas forcément des médecins ou des psychologues conventionnels, mais plutôt des gens qui sont marqués du côté de figures ésotériques, religieuses, spirituelles. Et donc, il y a toute une sorte de réseau euh, anthropologiques, sociologiques, de praticiens du paranormal qu'ils vont consulter et avec lesquels finalement ils- ils- ils créent Enfin, ça devient des références pour eux. Il y a aussi beaucoup de lectures plus ou moins spiritualisantes autour de ces sujets. Voilà. Et pour le coup, vraiment, c'est resté très bizarrement ma spécialité, même c'est là où je publie le plus, et malgré tout, je suis quand même à l'université. Et donc, je continue à creuser un certain nombre d'expériences. Donc, je vais vous présenter un petit peu le canevas général pour ce premier cours, et puis chacune des autres séances va être consacrée à présenter. Alors, je sais plus comment j'avais construit ça, mais voilà, le deuxième, ce serait sur l'expérience de mort imminente. La troisième, ce serait sur le phénomène de lucidité terminale. Donc, ce sont les personnes qui, peu avant de mourir, vont récupérer des capacités cognitives, motrices, etc., qui font que on les retrouve comme on les avait connus ou comme ils étaient plus jeunes. Même parfois, ils sont encore plus clairs sur le plan mental. C'est pour ça qu'on parle de lucidité. Et ça peut durer quelques minutes à quelques jours, et ensuite il décède. Donc c'est un phénomène un peu étrange, pas encore expliqué, et qui vient questionner un certain nombre de choses sur le rapport corps-esprit. Je parlerai en séance 4 des souvenirs de vie antérieure, voilà, également. En séance 5 des expériences mystiques. Et en dernière séance, des rapports entre spiritualité, religiosité et santé, plutôt mentale. Je dirige actuellement, enfin je coordonne avec un collègue un numéro d'une revue qui s'appelle L'évolution psychiatrique, justement sur ce sujet de spiritualité, religiosité et santé. Voilà, déjà si vous avez des questions à ce niveau-là, je peux expliquer davantage de choses sur mon parcours. Merci d'avoir mis la caméra, c'est toujours mieux que de parler à mon écran noir. Vous êtes, Donc, oui, vous êtes clinicien à Nancy? oui, oui, j'ai un petit peu de temps pour le libéral, mais normalement c'était le jeudi matin et le vendredi, donc là pendant quelques semaines ça va couper. Donc oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, oui, c'est peut-être une question comme ça, mais même si j'accueille toute personne pour toute problématique, c'est vrai qu'étant repéré un peu de ce côté-là, on m'envoie ou les gens viennent me voir spécialement pour les choses les plus bizarres, quoi. Mm.
Oui, j'habite à Nancy. Ah, ok. Bah, vous pouvez m'envoyer du monde. Comment? Vous pouvez m'envoyer du monde, du coup. Ok. Donc, je vais me mettre ici, ce sera mieux, sinon je vais tourner la tête en permanence. Euh, Du je coup, vais... excusez-moi, vous Oui, n'êtes pas allez-y. juste spécialisé dans les expériences dites cliniques, du coup, c'est aussi les expériences, par exemple, les personnes qui auraient vu des choses un peu étranges, etc. Vous êtes dans ce domaine-là aussi? Bah, en fait, je sais pas quelle différence vous faites entre les deux. Dans le sens où tout ce qui est dans le milieu médical et plutôt ce qui est dans le domaine privé ou personnel. En fait, ouais, c'est pas du tout une différence que je vais faire moi. Mais je pense entendre ce que Hmm, vous voulez dire. C'est qu'il peut y avoir un regard très pathologisant sur ces expériences, exactement. surpathologisant. Et j'ai travaillé en psychiatrie adulte et j'ai aussi, dès que j'ai eu mon diplôme de psychologue, créé un service de consultation gratuit sur ces expériences sur Paris, mais en fait qui fonctionnait beaucoup par téléphone, etc. Ah tiens, voilà, nous avons Célestin qui nous rejoint. Et donc, j'avais le même type de clinique. C'est assez étrange, mais bien sûr qu'il y a une partie de la population qui souffre de troubles mentaux graves, des psychoses, bipolarité, des choses comme ça, et qui peut avoir ces expériences. Ça correspondait à peu près à 15-20% des gens qui viennent me voir. Mais ça veut dire que 80% des gens sont dans un spectre plus large. Ça peut être des troubles dépressifs, anxieux, mais qui sont pas forcément liés à l'expérience elle-même, hein. Des problèmes relationnels, un deuil, des difficultés socio-économiques, et aussi des gens qui n'ont pas de troubles avérés ou diagnostiqués et qui présentent ces expériences. Et justement, mon travail, ma thèse, a été de dire, bon, ben, comment on accompagne ces gens avec tout ce spectre large? Parfois, il y a simplement des demandes d'information, d'être rassuré. Parfois, il y a une prise en charge plus importante qui peut être faite. Ça peut devenir une psychothérapie, et que ce soit autour d'un deuil ou d'une psychose. Et donc, il faut pouvoir ajuster un petit peu l'approche clinique qu'on va développer sans être dans une grille d'interprétation hyper rigide, quoi, où forcément on assimile ça à la schizophrénie automatiquement, quoi. C'est d'ailleurs en fait la crainte principale des gens qui viennent me voir, c'est que avant même d'aller voir un psychologue, il faut déjà aller le faire, hein. Ils procèdent à un autodiagnostic. Ils savent que vivre ce type d'expérience est un très mauvais signe et que s'ils demandent confirmation à quelqu'un de conventionnel, ça va forcément les renforcer dans une vision très pathologique. Et après, ils peuvent chercher des gens plus ouverts. Euh, et du coup, le fait que maintenant mes activités sont un peu connues au sens où j'ai publié des bouquins, j'ai fait des interviews, des choses comme ça, ils peuvent penser que je suis particulièrement plus ouvert, alors que en réalité, je pense que j'ai plus un éventail plus large d'hypothèses, quoi. Enfin voilà, je peux vraiment travailler sur. Je vais quand même creuser, quoi. Je vais pas forcément que positiver ces expériences non plus. Oui, merci de nous avoir rejoints, Monsieur Obonovi. Est-ce que vous pouvez Oui, parler pour vous présenter? vous m'entendez? Oui, Oh là là parfaitement. là là. C'était C'est dur. bon? Oui. Ah. D'accord. Alors, merci. Je me présente. Je suis Obunovi Deao, mais mon nom ordinaire, c'est Célestin. Parce que là, Obunovi Deao, je ne l'ai pas. Enfin, le Célestin, je ne l'ai pas sur mes papiers civils, quoi. D'accord, Euh, ok. oui, oui. J'ai fait une étude théologique antérieure de 4 ans après un parcours de philosophie, licence. Et voilà, j'ai voulu continuer. Voilà pourquoi je suis au milieu de vous pour pouvoir voilà, continuer mes études et bon, enfin, probablement pour faire le master. Et puis, ce qui me réjouit, c'est surtout travailler dans un domaine donné pour continuer à, bon, dans le sens de la recherche, quoi. Ok, Comme il y a un mémoire à écrire après, oui, voilà. ouais. Merci.
C'est Bah, ça. merci à vous. Mm. Et Mm. d'ailleurs, effectivement, ça me permet de faire la transition. C'est ce qu'on avait fait l'an passé et ça avait été assez intéressant. Il me Oui. semble que je dois évaluer votre cours là. Et donc, la façon dont je vous propose de le faire, c'est de choisir une expérience paranormale, exceptionnelle. Donc, je vais en présenter quelques-unes. Vous pouvez rebondir sur celle que je présente et de faire un petit dossier, enfin vraiment entre 5 et 10 pages, enfin plus si vous vous êtes inspiré, euh, pour, pour présenter éventuellement un témoignage que vous avez réussi à récupérer, soit dans vos entourages, soit quelque chose qui est diffusé sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien témoigner sur YouTube de toutes ces choses-là. Oui. Et d'y apporter aussi des connaissances, voilà, une lecture, une grille de lecture qui pourrait être la vôtre, hein, selon vos connaissances en philosophie, en théologie, en anthropologie, en sociologie, ce que vous voulez, en psychologie. En gros, qu'est-ce qui peut être dit, quels sont les auteurs qui ont travaillé aussi sur ce type d'expérience, qu'est-ce qu'on en sait, et puis si vous avez réussi à choper un témoignage, qu'est-ce que vous pouvez analyser particulièrement de ce témoignage-là, qu'est-ce que ça viendrait dire, quoi. Et si vous avez un doute sur le choix d'expérience, j'en présenterai quelques-unes, mais vous n'hésitez pas à me poser la question, quoi. Ok, donc j'ai enregistré le début du cours, hein, là où je me suis présenté, Célestin, et du coup je Oui. propose de démarrer parce que sinon je pense que je vais manquer de temps. Donc je vais présenter la psychologie des religions, c'est un peu l'idée, et donc vraiment les premiers auteurs qui ont marqué ce champ-là, et je vais commencer par un auteur suisse qui s'appelle Théodore Flournoy. Flournoy s'écrit Flournoy, et c'est un auteur qui est aussi considéré comme un pionnier de la psychologie, tout simplement en Suisse, mais qui a eu d'abord une approche qui vient aussi des sciences naturelles et de la philosophie, de la psychologie expérimentale et de la philosophie très positiviste, qu'il a enseigné pendant tout un temps avant de se tourner, on est à la fin du 19e siècle, vers plus particulièrement la psychologie. Flo, Et il est quel est son prénom? Théodore. 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 Il il a fondé les archives de psychologie avec Édouard Claparède qui était son cousin. Et puis en fait, il a fait des travaux qui, à l'époque, étaient beaucoup plus connus, lus et cités que ceux de Freud. Aujourd'hui, bien sûr, son nom est tombé dans l'oubli, mais il avait une importance considérable en langue française, mais pas seulement, quoi. Euh, Donc, il a publié en 1903, justement, dans ses archives de psychologie, un article sur les principes de la psychologie religieuse. Et c'est de cet article, en fait, dont je vais parler. Euh, euh, donc, il s'affirme résolument chrétien, voilà. Mais il va quitter les études de théologie parce qu'il trouve que l'enseignement qui est donné est trop dogmatique, et il va du coup s'inscrire en faculté de sciences physiques et naturelles. Il va partir pour l'Allemagne où il va faire une thèse de médecine sur l'embolie graisseuse, et puis il va se consacrer à des études qui étaient plutôt dénoté comme étant de la philosophie à cette époque avec Wilhelm Wundt. Mais Wilhelm Wundt, c'est une philosophie qui va chercher à développer des expérimentations. Il va du coup rentrer dans ce qui sont les premiers laboratoires de psychologie qui se trouvent à Leipzig. Et là-dedans, on développe de la psychologie physiologique, c'est-à-dire on mesure des variables de l'individu, son temps de réaction, sa sensibilité à la douleur, des choses comme ça, pour essayer d'appréhender objectivement ce qui se passe dans l'esprit. Et donc, il fait partie de cette petite révolution de la naissance de la psychologie. Il est très attiré par cette science nouvelle. Et quand il rentre à Genève en 1880, il va s'enfermer dans sa bibliothèque pendant 5 ans et approfondir toute sa connaissance de la philosophie, Hegel, Fichte, les philosophes allemands, Kant principalement. Et il va
vraiment acquérir comme ça un bon bagage. Il va commencer à donner des cours à l'Université de Genève sur la philosophie de Kant, et il va ensuite, du coup, obtenir un poste là-dessus. Mais c'est une philosophie, vous voyez, qui va ouvrir la voie de la psychologie. Quels sont les moyens de dégager des conditions de la vérité, de l'objectivité, avec des analyses empiriques euh, qui complètent les autres connaissances déjà acquises. Et donc, il va donner des cours de philosophie des sciences dans un premier temps pour dégager cette psychologie comme science objective. Il va publier en 1890 un premier ouvrage qui sera Métaphysique et psychologie, où il va exposer les principes de cette psychologie scientifique qu'il appelle, et qui se base encore à l'époque sur ce qu'on appelle le parallélisme psychophysiologique ou psychophysique. En gros, c'est l'idée que il y a une sorte de circuit parallèle, ce qu'on mesure au niveau de la physiologie du corps euh, équivaut à ce qui se passe dans l'esprit. Donc si on est capable de mesurer par exemple les sensations, les perceptions, la temporalité psychique, eh bien, on a des indices directs de ce qui se passe dans l'esprit. Donc, la psychologie, c'est une manière pour la science d'étendre son empire aux faits mentaux. On va avoir une approche neurophysiologique de ces faits mentaux. Bon, je passe un petit peu parce que ça, c'est la première, c'est cette psychologie scientifique avec ses prétentions et ses ambitions. Et donc Flournoy, il démarre vraiment là-dessus et il va être un représentant de cette approche de psychologie de laboratoire avec un postulat de méthode scientifique. Et puis, il va rencontrer aussi un autre courant de la psychologie qui démarre à cette époque-là, mais qui vient beaucoup plus de l'Angleterre ou des États-Unis, qui est un peu moins marqué par le laboratoire et la physiologie, et davantage par le témoignage humain, et notamment les phénomènes les plus étonnants qui vont être étudiés à l'époque et qui vont être des phénomènes d'état non ordinaire de conscience, des gens qui rentrent en transe, comme des médiums spirites, ou des gens qu'on va hypnotiser, et qui vont du coup développer, on va pouvoir étudier les variations de la perception, de la pensée, de la personnalité, en jouant avec eux sous hypnose. Et puis, on étudie également un certain nombre de substances qui déclenchent ces états de transe. Et souvent, les chercheurs à l'époque les étudient sur eux-mêmes, mais également sur leurs étudiants, leurs disciples, etc. Donc, on a tout un ensemble de nouvelles observations contrôlées euh, qui vont complètement déborder ce que la médecine était capable de contenir en termes de données, puisque là, on a vraiment une approche très étonnante avec des phénomènes comme la télépathie, qui est mise en avant par Frédéric Myers, qui est Frédéric Myers, c'est un homme de lettres, hein, plutôt, c'est un grand poète euh, anglais, hein, et qui va vraiment entreprendre de façon très systématique ses études de l'hypnose. La télépathie, c'est un terme qu'il va créer. Il y avait déjà d'autres termes qui existaient auparavant, mais euh, il fabrique à partir du latin ou du grec toute une terminologie qui va être utilisée pendant très longtemps. Et par exemple, le terme de télépathie est tout à fait passé dans le langage courant. Il parle aussi de télesthésie pour les sensations et d'un certain nombre d'autres concepts qui vont circuler comme ça. Et surtout, en fait, ils se regroupent euh, dès les années 1880 en Angleterre, mais très vite dans tous les pays du monde. Ils se regroupent, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à ces sujets vont créer des sociétés de recherche psychique. Voilà. Alors c'est avant qu'il y ait des sociétés de psychologie, ce sont vraiment les premières sociétés, on pourrait dire, de psychologie. Et la notion de recherche psychique, elle est une vision très large. Il faut comprendre qu'en anglais, psychic, ça reste aujourd'hui un terme utilisé pour désigner les voyants. Alors que nous, en français, le terme psychique, il a cette ambivalence
de pouvoir baigner entre psychologie enfin, surtout aujourd'hui connecté du côté de la psychologie, mais à l'époque, la recherche psychique, c'est exactement ce que je vous dis. On va faire de l'hypnose à distance, on va faire produire des phénomènes avec des médiums spirites, etc. Donc il y a un courant très étonnant qui se veut également scientifique, qui rassemble non seulement des apprentis psychologues, mais également des physiciens, des biologistes, des philosophes, des anthropologues. Donc il y a une société très hétérogène euh, de chercheurs psychiques, un réseau mondial de chercheurs de ce type-là, et Flournoy va se retrouver à la croisée de ce courant. Et, euh, et Flournoy s'intéresse du coup à ce type d'études euh, et il va poser une sorte de principe il appelle le principe de Hamlet. Tout est possible et l'on ne saurait sans dogmatisme dédaigner l'étude scientifique des phénomènes qui paraissent mystérieux en raison de préjugés qui n'ont rien, eux, de scientifique. Donc le principe de Hamlet, je ne sais pas si vous repérez la petite citation, c'est il y a plus de choses. Alors je vais le reprendre parce que je crois que je ne l'ai pas noté. Euh, euh, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n'en imagine ta philosophie. Voilà. Donc, c'est une phrase qu'on va trouver chez Shakespeare. Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n'en imagine ta philosophie. Eh bien, ce principe de Hamlet, c'est un principe d'exploration scientifique. Et Flournoy va vraiment suivre ce principe en disant il faut enlever les préjugés qu'on pourrait avoir et dire bon ben peut-être que ces phénomènes n'existent pas, mais pour le savoir, il faut en faire l'étude scientifique. Et vous voyez bien cette attitude antidogmatique, elle est très cohérente chez Flournoy. Deuxième principe qu'il met en avant, il l'appelle le principe dit de Laplace, et qui vient contrebalancer l'ouverture du premier principe. Il dit le poids des preuves doit être proportionné à l'étrangeté des faits. Donc là, si on a des faits particulièrement étranges, particulièrement déroutants par rapport aux connaissances déjà établies, il faut développer une rigueur dans les recherches, euh, étayer, documenter ces faits d'une manière presque indiscutable, quoi. Et donc, armé de ces deux principes de philosophie des sciences, on pourrait dire, hein, qu'il dégage, Flournoy, entreprendre d'importantes études sur les médiums. Il va trouver en Suisse, d'ailleurs parmi des gens mm, avec un lien de parenté avec lui, une jeune femme qui s'appelle Élise Müller, qui va prendre un nom, un nom de scène, on pourrait dire, qui est resté célèbre et qui est celui de Helen Smith. Et donc, avec cette Helen Smith, ils vont faire un certain nombre de séances, et notamment dans leur petite société d'études psychiques de Genève, voilà, où ils vont se rassembler assez régulièrement. Et il va observer les phénomènes de transe médiumnique et également à quel point ça modifie euh, Helen Smith et les productions qu'elle en dégage. Donc Helen Smith, elle va notamment penser, incarner Marie-Antoinette, des personnages un peu historiques comme ça, flamboyants. Et puis elle va connaître d'autres étapes, et dans une autre étape, elle va penser euh, incorporer un extraterrestre, un martien, et elle va développer un langage martien complet, et elle parlera en martien, et on va avoir une grille de traduction de tout ça, quoi. Elle va présenter des capacités en fait de créativité, des capacités mentales aussi, hein, de, assez extraordinaires, enfin, qui tranchent avec sa vie quotidienne. Et Flournoy va écrire un ouvrage qui paraîtra début 1900, qui s'appelle Des Indes à la planète Mars, étude d'un cas de glossolalie, enfin voilà, en gros, en état de somnambulisme. Et donc le terme de glossolalie, c'est la capacité de parler en langue, et c'est souvent quelque chose qui était repéré, notamment dans les transes de possession, très traditionnellement dans plein de courants religieux.
dans un état de transe, il y a un langage qui s'impose et qui est un langage innovant. Voilà. Mais ce Monsieur, que fait... Oui, excusez-moi, j'ai une question. Est-ce bien sûr. que, du coup, Théodore Flournoy était en lien avec Alan Kardec, enfin, tout le côté très spirit, pour le coup, je vois que les époques collent un peu. Mhm. Alors Kardec meurt bien avant ce type d'études, mais Kardec, c'est Lyon, et forcément, du coup, c'est pas très loin pour un Suisse. Le mouvement du spiritisme va avoir son propre creuset, et si vous voulez, ces chercheurs en sciences psychiques, ils vont bien sûr travailler avec des médiums, et certains d'entre eux croient vraiment qu'il est possible d'étudier, ou même qu'il s'agit, qu'il y a déjà des preuves de formes de survie. Mais tous ne le sont pas. En fait, les chercheurs en sciences psychiques ont une approche beaucoup plus naturaliste et positiviste, Mm. et ils vont étudier les effets et les phénomènes étonnants produits par les médiums, à la fois des phénomènes mentaux et des phénomènes physiques, donc des déplacements d'objets, sans forcément verser dans les doctrines du spiritualisme américain ou du spiritisme kardéciste. Et Flournoy, là, très clairement, il n'est pas spirit, mais Ok. par exemple, un autre de ses livres en 1911 s'appelle Esprit et médium, mélange de métapsychique et de psychologie. Et cette idée, c'est ben, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tous ces phénomènes? Et c'est vraiment très étonnant à quel point le spiritisme a fécondé la psychologie. Il y a vraiment des travaux qui vont montrer comment l'étude des états de transe développés par les médiums ont été un objet essentiel dans la création de ce qu'on va appeler la première psychiatrie dynamique, en fait les premiers modèles de l'inconscient. Ok. Oui, c'est Vous avez... plutôt. Oui. Il est plus proche de Jung, finalement, que du. Il est très proche de Jung, mais en fait, il est très proche de Myers. Le problème, c'est si Mm. on ne connaît pas Myers, on ne voit pas en fait la combinaison, puisqu'en fait, Myers, c'est vraiment c'est pas un père fondateur, il cherche pas du tout à créer une école, mais c'est la source d'inspiration de tout le monde. C'est-à-dire, Myers est celui qui va le premier établir un modèle assez exhaustif euh, à deux niveaux. Un modèle empirique, c'est-à-dire qu'il compile toutes ces observations, les personnalités multiples, les phénomènes les plus étonnants de l'hypnose, la télépathie, les médiums à effet physique, les médiums à effet mentaux, les phénomènes d'apparition, et il fait une sorte de catalogue dans lequel il va vraiment montrer comment on passe de l'un à l'autre en termes de complexité, quoi. Et ce catalogue empirique est vraiment une base pour se rendre compte de l'empan en fait de ces sciences psychiques, de cette Mm. recherche psychique. Et deuxième chose, c'est qu'il crée un modèle théorique de tout ça, où il va parler du moi subliminal. Et donc le modèle théorique de Myers, c'est de dire que la psyché consciente ne représente qu'une toute petite fraction de l'activité psychique, et qu'il y a donc toutes des zones qui peuvent travailler en parallèle, qui peuvent parfois se manifester à travers les trans, mais sur lesquelles on a quasiment peu de données. Donc lui parle de subliminal. D'ailleurs, ce sera repris par un certain nombre d'auteurs. Même encore récemment, j'avais un étudiant en master de philosophie qui travaillait sur Poincaré, Henri Mm. Poincaré, sur l'inspiration mathématique. Et Poincaré, il dit, ben, en fait, c'est du subliminal. C'est-à-dire, à un moment, je monte dans une voiture et boum, là, je sais d'un coup que j'ai résolu les fonctions de je sais pas quoi. Et donc, mon esprit a travaillé dans un autre espace et la solution m'apparaît comme déjà pleine. Et il va falloir que je reprenne mon crayon et je la rédige, mais en fait, l'intuition est déjà là, quoi. Vous allez avoir en France Pierre Janet qui va Ouais. reprendre les travaux de Myers, et notamment les travaux sur l'écriture automatique, puisque l'écriture automatique est un exercice, un jeu spontané ou une tentative pour communiquer avec les défunts chez les médiums spirites, mais chez Myers, il dit ben, pourquoi on n'utilise pas ce système pour accéder finalement au subliminal, et donc il fait des études d'écriture automatique, et Janet reprend ça, théorise pour lui le subconscient, la dissociation, mais on est sur le même registre. Janet va plus le tirer du côté de la pathologie. Mayer, c'est quelqu'un qui dit, dans le subliminal, il y a des trésors et des détritus. Vous avez vraiment des sources de créativité, du génie,
des aspects mystiques, et vous avez également des aspects plus psychopathologiques avec des automatismes, etc. Et puis Freud, lui, va créer tout un modèle autour de l'inconscient, en ignorant un petit peu l'apport de Myers, enfin, en le reconnaissant pas directement, mais Freud va par la suite rattraper un peu son retard. Il va étudier des médiums, des voyants, il va s'inscrire, il va devenir membre de ces sociétés de recherche psychique, il va lire les travaux, il va tenter d'ailleurs de reproduire des travaux de télépathie, il va considérer que la télépathie est prouvée, enfin, je fais très vite, mais en gros, il y a vraiment tout un moment de l'histoire de la psychologie où ils se sont beaucoup intéressés aux aspects les plus étranges, et aux trans et aux médiums, etc. Et ça va féconder une vision d'esprit beaucoup plus large. Et n'hésitez pas effectivement à m'interrompre pour tout, hein, pour toute question ou clarification. Mais donc, quand Flournoy publie en 1900 cet ouvrage, c'est un ouvrage de psychologie qui vient, qui se vend extrêmement bien, qui est traduit en quelques mois, à une époque où Freud publie son interprétation des rêves, qui, elle, a vraiment peine à trouver ses lecteurs, à rencontrer du succès. Là, Flournoy est vraiment quelqu'un qui essaime assez bien. Mais donc ça, c'était pour sa trajectoire. Et du coup, c'est quand même intéressant de savoir son background par rapport à ce qu'il va amener euh, comme ligne de recherche un peu différente, puisque Flournoy conçoit qu'il y a une subdivision de la psychologie qu'il faut créer, qui serait cette psychologie religieuse, et il va établir des principes susceptibles d'en faire une science, qu'il formule du coup dans cet article de 1903, et qui du coup se dégage à la fois des courants que j'ai cités, à la fois la recherche psychique et la psychologie physiologique. Euh, alors, il est aussi très proche, et je serai amené à en reparler, de William James, qui est considéré comme le père de la psychologie américaine et qui a un parcours très très similaire au sien. D'ailleurs, ils ont été des très proches amis. James est également passé par les laboratoires de Wundt en Allemagne de psychologie physiologique, et il a également fondé la Société américaine de recherche psychique, et donc il connaît très bien tout ça. À l'époque où Flournoy établit ses conceptions de psychologie religieuse, on est en 1901-1902 dans ses cours, avant que ce soit rédigé, eh bien vous avez également William James qui va faire des leçons à Édimbourg, fameuses leçons qui vont ensuite être publiées dans un ouvrage assez essentiel qui s'appelle Varieties of Religious Experience. Et Varieties of Religious Experience, qui est publié en 1902, est considéré comme vraiment le livre fondateur de ce champ de la psychologie des religions. Donc, en fait, en parallèle, en discutant entre eux, mais sans forcément s'être directement influencés, ils vont cofonder cette psychologie religieuse. Euh, euh, donc, l'objet que se donne cette psychologie religieuse, pour Flournoy, c'est les produits extérieurs et sociaux de la religion. euh, c'est non pas les produits extérieurs et sociaux de la religion, donc voilà, les institutions, etc., mais la vie religieuse elle-même, envisagée du dedans, telle qu'elle se déroule dans la conscience personnelle du sujet. Donc voilà, est-ce qu'on peut prendre le dedans de la religion, l'intériorisation, l'expérience religieuse, et c'est en ça qu'il rejoint James, qui lui va parler effectivement ça va être traduit comme ça en français, des variétés de l'expérience religieuse. Variétés ou formes multiples de l'expérience religieuse. Et il commence par observer que ceux qui entreprennent ces études-là, parce qu'il y a quelques études empiriques, laissent complètement de côté la question de la vérité objective de leur religion. Quel Dieu est le bon, etc. Donc des questions théologiques un peu classiques sont mises de côté, c'est-à-dire l'affirmation de l'existence d'un être transcendant, extra-naturel, qui est avancé par les croyants ou repoussé par d'autres. Ça, cette affirmation, cette question transcendante, elle est mise de côté. Et donc, c'est un principe de cette psychologie religieuse qui est le principe d'exclusion de la transcendance.
C'est genre une question, c'est axiomatique, c'est une question sur laquelle on ne peut pas apporter une valeur de vérité particulière. C'est pas l'objectif de cette discipline de le faire. Et donc, ça a une portée purement méthodologique. Exclure quelque chose ou quelqu'un ne signifie point le supprimer en soi, donc je cite Flournoy, le nier absolument, mais simplement lui fermer la porte au nez, le renvoyer de là où l'on n'en a que faire. Donc c'est un principe qui permet d'éviter en fait un certain nombre de querelles sans fin entre croyants et non-croyants, qui du coup contaminent le champ de la recherche scientifique. Ce qui permet à des gens qui sont croyants ou qui ne le sont pas d'entreprendre cette étude sans forcément laisser parler leurs propres préjugés. En tant que psychologue, il est important pour Flournoy d'exclure la notion de cet être, de soumettre le phénomène religieux finalement à une autre forme d'interrogation qui ne va pas interroger cette vérité-là. Donc du coup, que fait la psychologie des religions? Une fois qu'on a admis ce premier principe, on va pouvoir étudier les conditions euh, psychologiques et physiologiques qui sont concomitantes aux expériences religieuses quand elles apparaissent. Dans quel cadre les gens vont vivre ces expériences, comment ça va évoluer, comment se construit une vie religieuse aussi. Et c'est une enquête qui peut être comparative. On peut aller regarder dans différents corps religieux, dans différents espaces. On peut voir aussi l'aspect dynamique, le rapport avec d'autres événements de vie, dans la vie psychique, dans la trajectoire individuelle de la personne. Et il va établir un autre principe qui est le principe de l'interprétation biologique, qu'il va définir comme suit. La religion est considérée et étudiée comme une fonction vitale, la religion comme fonction vitale dont il s'agit de déterminer les formes et les conditions de développement, les variétés et les modifications, tant normales que pathologiques, suivant les sujets et les groupes. Le rôle, enfin, l'importance, les effets au milieu des autres fonctions, donc dans l'économie de l'individu en tant qu'organisme vivant et personnalité psychique tout ensemble. Donc c'est une longue citation, je suis désolé, mais qui vient dire on va prendre tout ce qu'on peut prendre en termes de sciences humaines et sociales, je dirais aujourd'hui, mais également de physiologie. On peut s'intéresser à avoir une approche aujourd'hui, par exemple, très neuroscientifique. On va parler de neurothéologie, par exemple. On prend tout ça pour essayer de comprendre ce qui se joue pour un individu qui déclare avoir des expériences religieuses, ou aujourd'hui on dirait aussi spirituelles. Et ce qui est très intéressant, c'est de poser cette vie religieuse comme étant un principe tout à fait commun des êtres humains, non pas quelque chose qui en concernerait simplement quelques-uns. C'est-à-dire on peut abonder dans une forme d'agnosticisme ou autre, euh, tout en finalement en marquant un choix du côté de cette vie religieuse. Donc c'est définir finalement ce phénomène religieux comme un processus intime de l'être organique et psychologique. Page 45, un processus intime de l'être organique et psychologique. Et pour le coup, quand on prend cet angle d'attaque interne, on se rend compte que ce qu'étudient les autres sciences des religions, c'est-à-dire les institutions, les doctrines, les symboles, la liturgie, les dogmes de la vie religieuse, ça, du point de vue du psychologue des religions, ce sont des expressions intellectuelles, mais peut-être enfin là, Flournoy va dire un peu superficielles, d'expériences vécues. Si on met l'expérience en premier lieu, en fait, les productions qui viennent un peu les colliger sont très secondaires. Euh, et donc, c'est un entre-deux. On essaye de faire science à partir de vécus religieux qui habituellement étaient mis de côté, c'est-à-dire les expériences mystiques, de fusion avec le grand tout, des choses comme ça, étaient un peu écartées parce que euh, inconfortables par rapport aux visions scientifiques classiques. Et là, finalement, on fait la science de ça.
tout en rejetant l'habituelle interprétation religieuse, canonique de ces expériences. Ça n'a pas besoin de se conformer aux dogmes établis ou aux autres croyances ambiantes. Et donc, on est vraiment un peu, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises, entre des approches religieuses classiques et des approches scientifiques classiques. Euh, Alors, je passe un petit peu sur des choses. Donc, il a ces deux principes, exclusion de la transcendance et interprétation biologique des phénomènes religieux, et il va reprendre une méthode descriptive. On débute par ça, on va décrire des phénomènes de conversion religieuse, des crises mystiques, des phénomènes aussi de gens qui vont se mettre à diffuser des doctrines, des convictions dans lesquelles elles sont, enfin, par exemple, dans des sectes ou des choses comme ça. Et on va avoir cette description et cette classification des différentes sortes d'expériences religieuses, principalement celles vécues par des adultes à l'époque, qui sont étudiées, et, euh, et, on, et voir ce qui se passe. Voilà, tout simplement. C'est vraiment euh, ouvrir ce champ-là, et ça va très vite bien marcher, puisque je pense qu'il y avait une attente de la part de pas mal de chercheurs. Et par exemple, en 1910, Flournoy est amené à organiser le Congrès international de psychologie, hein, qui a lieu vraiment tous les 5 ans. C'est vraiment un grand rassemblement. Et il va être principalement consacré à cette psychologie des religions. Il va être assez fondateur au sens d'essaimer, de construire ce champ. Voilà. Je ne vais pas forcément en dire plus là sur Flournoy, c'était juste un- 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 une première graine. Je vais basculer sur William James, qui lui, du coup, en parallèle, va aussi fonder la chose. Et donc, William James, qui est né en 1842, c'est quelqu'un qui a, dans son histoire de vie, déjà un penchant assez terrible, puisque son père, qui s'appelle Henry James, était un adepte de Swedenborg. Alors, Swedenborg, c'est un savant suédois extrêmement connu, une sorte de génie, inventeur, philosophe, etc., qui va complètement basculer au mi-temps de sa vie vers un aspect très mystique. Donc il va avoir des visions, il va décrire les mondes de l'au-delà, et il va construire une doctrine qui va avoir une influence mondiale. Donc Henry James, c'est aux États-Unis, et donc on voit que cette doctrine swedenborgienne, elle va le toucher, et il va être un adepte très prosélyte, euh, le père de William James, donc de Swedenborg. Ce père de William James va également vivre des expériences d'apparition. Il va voir des fantômes et il va en parler à ses enfants, et il va beaucoup les impressionner, ses fils, avec tout ça. Donc, William James, lui, va devenir un psychologue très spécialisé dans la question du paranormal et de la religion, mais Henry James est tout aussi célèbre, puisque c'est un Henry James Jr. pour le coup, c'est un écrivain de fantastique, notamment le roman Le Tour d'écrou, etc. Donc c'est quelqu'un qui est le Stephen King de l'époque. Donc on est dans une atmosphère intellectuelle assez inhabituelle, avec aussi une sorte de libéralisme de l'éducation qui fait que Henry James envoie ses enfants dans des voyages prolongés en Europe. Ils vont rester plusieurs années en France, plusieurs années en Allemagne, etc., pour développer la connaissance des langues et faire l'expérience de cultures différentes. Donc c'est des gens vraiment très cosmopolites. Et en même temps, le père de William James n'est pas quelqu'un de trop prosélyte avec ses enfants, il ne les oblige pas à accepter ses croyances, il les invite plutôt à développer un goût pour le débat contradictoire, une pensée indépendante, et William James va vraiment avoir un esprit comme ça extrêmement fin et critique. Et il va d'abord vouloir devenir peintre. Bah bon, il n'est pas assez bon, il va étudier la médecine, la physiologie, la biologie à Harvard. Et puis, quand il a 25 ans, en 1867, il va avoir une crise de dépression avec des idées suicidaires, parce qu'il se rend compte que, malgré tout, les idéaux religieux qu'il a sont tout à fait incompatibles avec le positivisme de son époque et les développements de connaissances scientifiques. On est à l'orée
de Darwin et des théories évolutionnistes. On a aussi des visions comme ça du monde très incompatibles avec la religion. Et finalement, il y a un moment, une sorte de crise spirituelle, il est assez perdu. Euh, et, euh, et cette remise en cause va l'amener à lui-même essayer de s'intéresser et de vivre des expériences mystiques. Il va notamment, on en parle encore aujourd'hui avec le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote qui est utilisé dans la chantilly ou pour des choses comme ça. On voit actuellement des jeunes qui, plus que ça, on peut en acheter légalement. D'ailleurs, j'ai vu cette info hier à Metz. Ils ont interdit la vente de tous les produits qui contiendraient du protoxyde d'azote, mais ça, c'est aussi connu sous le nom de gaz hilarant. Et en fait, ça va générer un état de transe dans lequel on peut se vivre tout à fait différemment. Et donc, Jem expérimente sur lui-même des états de transe assez poussés, sur lesquels il documente et il va étudier également des médiums spirites et des choses comme ça. Donc, il va développer cette étude d'expérience religieuse un peu parallèle. Mais il va également beaucoup s'intéresser à la philosophie et être connu comme un grand philosophe. Donc c'est quelqu'un bon, qui va être un peu touche à tout hein, quand on dit comme ça, et qui est dans une attitude d'ouverture, d'exploration scientifique en dehors des croyances de son époque. Et il va combiner cette ouverture d'esprit avec les exigences de rigueur méthodologique euh, de la science. Donc il va étudier des médiums, il va aussi pointer quelques fraudes de médiums, il va se passionner en fait pendant toute sa vie sur la question de la survie, des phénomènes que les médiums sont capables de produire, et il va être très proche de Henri Bergson pour développer une théorie des rapports entre le corps et l'esprit, et notamment une théorie qu'on appelle celle du filtre cérébral, où Bergson va pointer comment le cerveau n'est pas l'organe qui produit l'esprit, mais seulement son instrument. Et donc que l'esprit est un espace beaucoup plus vaste, avec des propriétés différentes que celles retranscrites à travers son usage quotidien via le cerveau qui a pour tâche de maintenir le contact avec le présent, avec le réel, avec l'action, et qui donc filtre, limite, congestionne ce que l'esprit peut faire. Pourquoi c'est intéressant? C'est que quand on rentre en transe, on va avoir accès à des propriétés différentes de l'esprit, notamment on va avoir accès à une mémoire beaucoup plus étendue. On va avoir une capacité associative beaucoup plus grande et donc pouvoir résoudre des problèmes de façon tout à fait différente. On va avoir une créativité, du génie. Et donc ce modèle-là, c'est le modèle du subliminal, encore une fois, de Myers. C'est un modèle d'une psyché beaucoup plus étendue et James va beaucoup travailler sur cette psychologie des états seconds euh, et, et- et- et c'est vraiment ce qu'il essaye d'amener à travers de nombreux travaux. Donc encore une fois, c'est cette trajectoire de James qui lui fait s'intéresser à un certain nombre d'anomalies, des résidus non classifiés de la science, qui l'amènent à dire, bon, il n'y a pas une opposition trop drastique entre d'un côté une science positiviste, matérialiste, très réductionniste, et de l'autre côté une religion qui vante des miracles, du mysticisme, etc. Il n'y a pas une opposition frontale puisqu'il y a un champ intermédiaire qui est ce champ des recherches psychiques qui vise justement à étudier ces expériences très étranges que les gens peuvent faire euh, via le spiritisme, par exemple, encore une fois, la possession, d'autres choses. Et ces expériences très étranges nous renseignent sur peut-être la genèse des religions et font en même temps exploser un certain nombre de dogmes scientifiques sur comment l'esprit devrait fonctionner et quelles sont les limites qu'on a à l'esprit. Et Donc à de plus, l'esprit. ça rassemble aussi les personnes parce qu'en soi, il n'y a pas besoin d'être religieux pour vivre ce genre d'expérience. Exactement, et c'est un des grands apports de James de débloquer, déverrouiller ça, et on le comprend très bien via sa biographie. Son père
bon, il est dans le mouvement swedenborgien, mais c'est pas du tout un truc monothéiste classique. Et puis James, il voit très bien qu'en prenant tel produit, il va vivre lui-même des expériences mystiques. Donc, on ouvre un champ de discours nouveau où on n'a pas besoin d'être dans le canevas habituel. Et justement, donc, à Édimbourg, il est invité de 1900 à 1902 à donner ce qu'on appelle les Gifford Lectures. Et donc, c'est des conférences très célèbres, souvent donnant lieu à des publications. C'est un peu comme si on était à une chaire du Collège de France pendant quelques années. Et donc là, il va y avoir une place et il choisit de parler de ces formes multiples des expériences religieuses. Il va se focaliser dans une série de 20 cours, d'abord sur le génie religieux. Voilà. Et le génie religieux, c'est les expériences personnelles de ceux qui vont fonder des mouvements religieux, les mormons, les choses comme ça. Donc c'est un bon point de départ parce que c'est déjà une psychologie individuelle euh, qui met l'accent sur la valeur supérieure de l'expérience directe par rapport à la construction intellectuelle, la pensée. Et donc voilà, c'est son point de départ. Et vous avez, moi je vais suivre là pour en parler, non seulement donc, les ouvrages de James, mais également Charles Taylor, qui est un chercheur plus récent, qui a donné des Gifford Lectures, justement 100 ans après James, et qui a publié un bouquin qui existe en français qui s'appelle La diversité de l'expérience religieuse aujourd'hui. Et il nous dit, ben, si on relit James 100 ans après, on est étonné de constater que ça a très peu vieilli. Hein, c'est vraiment euh, ce qu'il développe comme thèse, ça résonne encore avec notre monde contemporain, où on a effectivement aujourd'hui un éclatement de ces expériences spirituelles et religieuses qui sont pas du tout réservées à des monastères, à des, à des religieux établis et qui vraiment, on part de cette unité de base qui serait la chose éprouvée, sentie, expériencée, qui fait de la vie religieuse le point de départ, et tout le reste, qui serait la communauté, l'Église comme institution, les doctrines, comme une dérivation, en fait, de cette vie religieuse. Et ça, c'est quand même un coup de pied dans la fourmilière assez important. Mais en même temps, c'est une critique que fait Taylor. Il dit James a tellement voulu accentuer cet aspect expérientiel qu'il ne prend pas assez en compte la coloration, les influences que vont avoir les systèmes religieux sur les expériences. C'est-à-dire il y a déjà du conditionnement, la déformation qui est liée à tout ce qu'on va avoir comme culture religieuse et les communautés dans lesquelles on va pouvoir exprimer ces expériences, qui fait que c'est pas si simple, quoi. Ça sort pas non plus tout seul de la tête de quelqu'un. En fait, ces expériences religieuses sont quand même contaminées par le milieu. James cherchait des expériences originales, c'est pour ça qu'il a été chez des fondateurs de mouvements, mais il y a aussi des stéréotypes dans lesquels, qui ont une influence. Euh, Ce que vient dire James, finalement, sa proposition, c'est que il y a des expériences religieuses originales qui sont très puissantes, et ensuite elles sont transmises. Et la courroie de transmission d'une expérience religieuse, c'est une institution donnée. Et cette institution, que ce soit par des écritures religieuses, de textes, que ce soit par des apôtres, et puis, etc., c'est une retransmission qui perd un petit peu cette vitalité originelle. Il y a la force et l'intensité qui s'émoussent par habitude. Voilà ce qu'il dit. Donc, et il vient dire, c'est bien beau la Bible, mais c'est pas Jésus en gros. Hein, voilà. C'est pas ce a vécu le fondateur. Et il va donner de la religion la définition suivante. La religion, ce sont les impressions, les sentiments et les actes de l'individu pris isolément, pour autant qu'il se considère comme étant en rapport avec ce qui lui apparaît comme divin. Et donc, c'est une définition de la religion qui n'est pas du tout celle très classique qu'on va avoir, où on s'intéresse plutôt aux constructions théologiques, ecclésiastiques et philosophiques secondaires pour James, euh, celle des églises qui transmettent et qui communiquent l'inspiration originale, mais pour James, la religion, c'est un individu qui pense être en rapport direct avec le divin, et tout ce qu'il peut éprouver de ça, et agir
en fonction de ça, eh bien, c'est ça qui constitue la base de la religion. Du coup, vous m'interrompez encore une fois, et puis si vous voulez aussi faire une pause, parce que je parle beaucoup en continu, mais je peux aussi m'arrêter 5 minutes, vous me dites. Je vais faire un petit crochet sur Henri Bergson. Encore une fois, je vous ai dit, il y a des connexions, tous ces gens-là se connaissent, se pratiquent, sont même amis dans l'intimité. Et Bergson, vous avez plus tardivement les deux sources de la morale et de la religion en 1932, et qui va faire cette distinction entre religion statique et religion dynamique. Et on retrouve en fait les idées de James 30 ans plus tard. euh, la religion dynamique, c'est cette religion créatrice, en fait, qui est capable de partir d'expériences puissantes, originelles, euh, pour développer des nouveaux élans religieux. euh, et donc, il va s'intéresser, Bergson, à différentes formes de mysticisme. Alors, il va beaucoup plus se concentrer sur le mysticisme forcément chrétien que d'autres modèles indiens, comme Romain Rolland pourra le faire, par exemple. Mais il va s'intéresser à ce mysticisme comme effort créateur que manifeste la vie, euh, effort qui serait de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même, et qui franchirait les limites assignées à l'espèce par sa matérialité. Et en fait, ce mysticisme continuerait, prolongerait l'action divine à travers un individu. Et le mystique vient saisir immédiatement Dieu grâce à son intuition. La religion dynamique ne procède pas de la société, elle procède de l'individu. C'est une certitude et non pas une affabulation, puisque c'est l'âme du mystique qui est unie à ce qui lui donne la vie. Voilà, donc il a tout un ensemble comme ça, je ne vais pas détailler tout ce que dit Bergson, mais en gros, Bergson va vraiment aller rechercher cette idée d'une illumination qui appartiendrait à des individus dans un premier temps. Et la religion statique, c'est celle des institutions suscitées dans toute société à des fins de cohésion et de clôture, qui engendrent des superstitions, qui créent des fictions, qui créent des, des, des- des choses fantasmatiques, euh, mais qui ont perdu cet attachement à la vie, cette source originelle. Et il y a une sorte de déficit, il y a une sorte de dissolution de la fonction originelle du mysticisme dans la religion statique. Euh, donc, euh, donc, on voit bien que James, dans son point de départ, c'est pas un amoureux des églises. Hein. Il va être très critique finalement du rôle que jouent les communautés religieuses, qui est décrit comme un rôle négatif, hein, d'étouffer, de déformer la foi personnelle. Euh, et son utilisation du mot religion est du coup assez controversée, puisque finalement, euh, effectivement, il y a cette idée que, en gros, toutes les religions sont à la base des sectes qui sont simplement des rassemblements de disciples autour de génies religieux influents, charismatiques. Euh, donc, les religions établies, les corps ecclésiastiques sont des sortes de des sectes qui ont réussi, hein, c'est un peu la blague qui est faite par la suite, mais dans des esprits politiques, dogmatiques, qui envahissent cette Église naissante et qui viennent corrompre la source de la vie religieuse. Et du coup, effectivement, quand on entend parler aujourd'hui de religion, on va plutôt penser à telle ou telle Église, et la psychologie des religieuses, elle pense la religion comme simplement ce contact personnel avec le divin. Et pour James, effectivement, je redonne une citation, mais le mot Église désigne un horrible mélange d'hypocrisie, de fanatisme et de superstition qui proclame d'un air triomphant. Enfin, donc James va dire qu'en fait, cette Église, c'est une pure abomination. Voilà. Euh, Bon, ça, c'est un peu redondant, donc je peux passer. La religion, finalement, c'est une sorte d'orthodoxie qui vient restreindre le véritable foyer qui serait la conscience individuelle de l'individu. Et donc, c'est en étudiant ce qui se joue à ce niveau-là qu'on peut éventuellement mieux comprendre le phénomène religieux
d'une manière plus scientifique. Donc là, ce que propose James au tournant du XXe siècle, c'est nouveau sur un plan scientifique, mais au final, ça découle aussi de quelque chose qui a été construit au cours des siècles, c'est-à-dire que l'abord de la religion a connu ce développement. Alors moi, je ne suis pas théologien, hein, je vais y aller très vite, et je pense que vous pourrez trouver des choses par ailleurs, mais euh, il y a eu un accent qui a été mis à un moment dans la chrétienté latine, à partir du haut Moyen Âge, sur la religion comme relation personnelle avec le divin, et non plus simplement comme acceptation d'un certain nombre de règles communautaires, etc. Donc la religion comme étant une dévotion, un engagement personnel, et moins un rituel collectif. Et on va avoir un exemple qui est fourni par le Concile de Latran en 1215, avec le précepte d'une confession annuelle et de la communion pascale pour tous les fidèles. Et donc, en fait, on adopte des rituels qui viennent dire qu'il faut s'engager personnellement, intérieurement, euh, pour vraiment vivre la foi de l'intérieur, et que le salut euh, vient moins de la pratique extérieure que d'une profonde adhésion intérieure au Christ le Sauveur. Voilà. Donc c'est vraiment cet rééquilibrage entre le rituel extérieur et la ferveur interne. Et il va y avoir cette idée de variation d'intensité dans la ferveur qui se trouve aussi dans la question de la réforme. Il y a des croyants qui sont plus ou moins engagés. Et Max Weber va utiliser le terme de virtuose de la foi. Donc il y a des pratiquants ordinaires, occasionnels, et les réformateurs vont opposer une église où tous les chrétiens devraient être pleinement engagés dans leur foi. Et donc on voit bien qu'à ce niveau-là, c'est qu'il y a quand même un regard sur des gens qui vont le vivre dans leur chair, qui vont pousser un peu plus loin la vibration, je dirais, du divin. Euh, Et donc, cette modernité occidentale que vient porter un peu James, euh, elle s'inscrit dans cette dévalorisation liée à la sécularisation, où la religion est vraiment associée à un conformisme irréfléchi, invétéré. Et si on privilégie l'engagement intérieur, on devrait en fait se libérer de la religion. Et donc, le mouvement de l'époque, et on va le retrouver aussi, par exemple, chez des médecins comme Charcot, même chez Janet, c'est un mouvement où on repousse le religieux en disant on va arrêter ces superstitions crasses. Ce que fait James, ce n'est pas totalement ça. Il n'est pas en train de dire la religion c'est nul et on met de côté, c'est vraiment que n'importe quoi. Il dit on le déplace. La religion se déplace de l'Église à la vie intime. On ne rejette pas la chose, on fait un mouvement vers la personnalisation du religieux. Et donc c'est cette religion personnelle qui est mise en avant, et du coup, effectivement, on on- on n'est pas non plus tout à fait dans la lignée de la réforme et de la contre-réforme, parce que cette réforme et cette contre-réforme, tout en poussant vers l'engagement personnel, ont réprimé les pratiques magiques. Elles ont refusé que les gens aient un accès à leur sauce, j'ai envie de dire, un bricolage de leur engagement religieux. Donc, la réforme et la contre-réforme, ça reste un mouvement dogmatique, puisque seuls les éléments du rituel traditionnel, des sacrements chrétiens, etc., sont acceptés. Il y a des messes spécifiques, etc. Mais tout ce qui va être des sorties de route, des explorations personnelles, sont dévalorisées. Donc là, à cette époque où James parle, on arrive dans pas mal de sociétés occidentales à cette séparation entre l'Église et l'État, et du coup, il y a effectivement ce creux, et James, je pense qu'il l'a vécu personnellement. Il y a une telle opposition entre les avancées des connaissances scientifiques et un peu la décrépitude du religieux en tant que discours opérant, avec son pouvoir
euh, la conviction qui l'emporte. Par exemple, sur des questions très métaphysiques, mais très importantes, comme qu'est-ce qui se passe après la mort? La réponse religieuse, elle tombe à l'eau. Alors que au même moment, il va y avoir le spiritisme relance des formes de nécromancie avec une velléité scientifique en disant nous avons une approche empirique, expérimentale de la communication avec les défunts, il y a des règles, etc. Il y a des preuves. Et, euh, et du coup, effectivement, on peut entendre qu'un certain nombre d'intellectuels de l'époque se soit dit le discours religieux traditionnel n'est plus porteur, et par contre, il y a des nouveaux élans pour comprendre, pour répondre à des grandes questions métaphysiques. Et ce qu'apportent finalement les sciences psychiques, c'est vraiment cet espace intermédiaire en disant oui, on peut développer des méthodes scientifiques pour étudier tous ces phénomènes métaphysiques, enfin qui vont challenger nos conceptions métaphysiques, sans forcément avoir des a priori de croyances, etc. Euh, donc la psychologie des religions de James, elle est à la fois affiliée à ses propres croyances et à ce réveil finalement. Il y a un historien qui va appeler ça les laboratoires de la foi, qui dit qu'il y a finalement un moment où beaucoup de ces intellectuels ont eu une crise de foi en disant, bon, bah, je peux plus simplement aller à l'église et gober tout ce qu'on me raconte, c'est incompatible avec mon esprit scientifique, et du coup, une relance de ces questions de foi à travers une construction personnelle étayée sur des éléments scientifiques. Donc c'est vraiment un mélange des genres assez compliqué, mais qui fait vraiment place à l'époque. Et il y a encore un précédent de tout ça, qui est le romantisme, et notamment le Aufklärung allemand. Parce que nous, on a les Lumières françaises qu'on retrace aujourd'hui, mais c'est pas exactement ça, mais les Lumières françaises, on se dit, on rejette le religieux et on met la science à la place. Bon, c'est la vision qu'on voudrait en dégager assez bêtement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en partie faux, puisque cette époque des Lumières, c'est aussi l'époque du magnétisme animal, par exemple. Avec les mêmes protagonistes, on va faire advenir, et notamment à Paris et dans toute la France, des nouvelles formes de médication où on met les gens en transe, et dans ces transes, ils vont avoir des révélations sur le mal, sur comment guérir, les remèdes, etc. Aussi parfois des contacts avec des anges, des contacts avec des défunts, et ça va entraîner des controverses scientifiques et médicales pendant une grande partie de la fin du XVIIIe siècle et de la moitié du XIXe siècle. Donc avant le spiritisme kardéciste et le spiritualisme américain, il y avait déjà ces controverses sur le métisme animal, et le métisme animal, c'est quand même quelque chose qui dit qu'il est animal au sens où il y aurait des âmes, qui auraient une sorte de substance énergétique cosmique, qui serait dans le monde entier, qui serait contenue dans les métaux, dans les végétaux, dans les animaux et non dans les humains, qu'on pourrait manipuler soit par des aimants, soit par des pouvoirs magnétiques, et qu'on peut manipuler à des fins thérapeutiques, ou aussi des fins d'exploration scientifique. Donc les lumières produisent une sorte d'espace où on bascule dans un renouveau du merveilleux. Sachant que Mesmer a été très connu, et c'est assez rigolo pour la transition, parce on l'a sollicité en tant qu'expert pour expliquer les pratiques d'exorcisme réalisées par un célèbre exorciste qui était, euh, j'ai envie de dire Gassner, mais je ne suis plus sûr du nom. Et c'était une sorte d'exorcisme traditionnel, avec discernement des esprits, les signes du diable, etc. Et Mesmer est arrivé et dit, bon, ok, il soigne, mais c'est pas du tout grâce à la religion, c'est dû au magnétisme animal. Et donc, on faisait télescoper une explication religieuse traditionnelle pour une explication prodigieuse, merveilleuse, mais qui sonnait plus scientifique. Donc ça, c'est quand même les Lumières, c'est quand même la période de la Révolution française, la fin du XVIIIe. Et vous avez en Allemagne un courant des Lumières, l'Aufklärung, qui est, lui, un mélange entre une science telle que nous on l'a connue, donc la primauté du tout scientifique, de la raison, tout en intégrant le magnétisme animal et le merveilleux. Vous allez avoir chez Novalis
bon, qui est connu beaucoup plus comme artiste que comme philosophe, mais qui a quand même une œuvre philosophique abondante, l'idéalisme magique. Comment la magie euh, explique un certain nombre de phénomènes dans le monde. Et même, vous allez trouver après, quand Hegel reprend un certain nombre de théories romantiques, Hegel va écrire sur le magnétisme animal en disant, ces phénomènes sont réels, ces phénomènes sont à intégrer dans notre vision du monde. Donc tout le 19e siècle, de langue allemande avec Goethe, avec etc., qui va se diffuser beaucoup plus largement, c'est une autre forme de combinaison entre la religion du cœur plutôt que la religion de la tête et la science. Et donc il y a une vraie filiation intellectuelle, d'une sorte de mouvement de respiritualisation de la science qui va générer une forme d'humanisme dévot. Et on arrive à James à la fin du 19e siècle par quelque chose qui a déjà intéressé un certain nombre d'auteurs bien avant. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour dire que James n'est pas un pionnier génial Mais qui arriverait sur rien. excusez-moi. Oui, Mais Novalis, il a directement été touché par ça en plus avec la mort de sa femme. la mort de sa fiancée, effectivement. Oui, de sa fiancée. Et Dans Ibn à la oui, nuit, on le ressent vraiment dans son poème. tout à fait. Alors, c'est bien qu'il y ait des lecteurs de ça. J'ai publié récemment en open access un article justement sur Novalis et son lien avec l'idéalisme magique et tous ces phénomènes. Et il a eu sa fiancée qui est morte et il était sur le point de se suicider, il l'écrit, il se rendait assez souvent sur sa tombe et il espérait la voir apparaître et il dit que ça lui est arrivé, elle lui est apparue et qu'à partir de là, et c'était très étonnant finalement le développement, ce qu'il a fait de tout ça, c'est il s'est dit, c'est pas conforme aux visions religieuses, et c'est pas non plus un truc qui me ferait croire absolument en l'au-delà. Il s'est dit, je l'ai voulu, et par magie, j'ai modifié le réel pour l'obtenir. Et avec sa deuxième fiancée, il va pratiquer le magnétisme animal avec elle, et il est en contact avec des physiciens et d'autres chercheurs qui sont vraiment adeptes de ces pratiques. Alors il va mourir très jeune, mais il va vraiment se dire, mais on a rejeté la magie autant euh, dans les grandes religions monothéistes, on dit la magie c'est n'importe quoi, la magie naturelle, autant la science des Lumières prétend rejeter la magie, mais en fait, la mécanique de la magie, c'est une mécanique qui dit l'intérieur peut façonner l'extérieur. Et il y a une sorte de circularité d'un déterminisme qui fait que le monde extérieur me façonne, je façonne le monde extérieur. Et ça, c'est vraiment le fondement. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent ça, mais c'est le fondement de ce que va devenir la parapsychologie, qu'étudie James, qu'étudie Flournoy, euh, puisque ce dont ils vont se rendre compte, et c'est quand même assez alambiqué, hein, je peux le reconnaître, c'est qu'il y a des médiums qui sont acculturés à cette époque, ont conditionné dès leur plus jeune âge à essayer de prouver qu'il y a une âme qui existe et qui peut se matérialiser, qui serait par exemple le périesprit dans la doctrine de Kardec. Et ce périesprit va se matérialiser en faisant se déplacer des objets autour des médiums, mais aussi en faisant extraire une substance qui va être baptisée par la suite l'ectoplasme, par exemple par le prix Nobel Charles Richet. Et donc on va avoir des matérialisations physiques de l'esprit, de l'âme, qui sont constatées par les chercheurs. Euh, William James, Flournoy font des investigations où ils disent observer ce phénomène-là. C'est très très étonnant, mais ça vient pour eux, ça vient questionner un certain nombre de choses, et pas là où on pourrait le croire, parce que souvent quand on pense aux ectoplasmes, on a cette idée que ce sont des matérialisations de fantômes. Du côté des spirites et des médiums, c'est exactement ça. Mais du côté des chercheurs, ils se rendent compte que les propriétés des ectoplasmes sont des propriétés très conditionnelles, en fait. On peut faire apparaître n'importe quoi. Et on voit que
l'ectoplasme est une sorte d'objet fluctuant qui répond aux attentes des personnes présentes dans l'assistance, du médium, etc. Et il y a vraiment une sorte de flexibilité, de fluidité euh, qui fait qu'une idée se matérialise et ils vont parler d'idéoplasticité ou d'idéodynamisme, où on voit que les croyances façonnent le réel. Et donc, on est sur le même registre que Novalis, sur cet idéalisme magique. On peut remarquer ça aussi, par exemple, avec l'utilisation d'outils comme les EMV dans les lieux hantés, par exemple. C'est fait pour matérialiser un peu cette idée. Mais moi, je vous connais pas, je sais pas du tout ce que vous savez, c'est rigolo de d'avoir des retours pareils. Mais effectivement, on est dans des tentatives d'approche objectivante de tout ça, c'est-à-dire que les ectoplasmes et les phénomènes physiques de l'époque sont étudiés avec des photographies, avec des moyens déjà pour les capter. Vous allez avoir Pierre et Marie Curie qui vont amener des appareils pour mesurer la radioactivité, des choses comme ça. Vous avez aussi des tentatives pour faire des moulages en plâtre de membres ectoplasmiques qui auraient été trempés dans la paraffine chauffée, donc comme de la cire de bougie. Et donc à l'époque, il y a vraiment cette idée d'objectiver, de concrétiser l'invisible et en même temps de le théoriser. Et, euh, et c'est assez fou parce que c'est vraiment la psychologie d'une partie des psychologues, hein, tout le monde ne s'y prête pas, mais de l'époque. Et il y a un conflit épistémologique majeur. La psychologie aurait pu n'être qu'une parapsychologie, enfin, en tout cas, ne pas avoir à extraire une sorte de sous-spécialité de gens un peu bizarres qui s'intéressent à ça. En fait, la psychologie de l'époque, si c'est James, si c'est Flournoy, si c'est Richer, si c'est Bergson, c'est une psychologie qui intègre complètement le paranormal. Mais vous avez des auteurs dont j'ai parlé, par exemple Wundt, qui fait une psychologie de laboratoire, il est à Leipzig. Et bon, je dérive, hein, vous m'excusez, mais à Leipzig, c'est un centre mondial de spiritisme. C'est là où c'est une ville extrêmement habitée par ces questions, où est publiée d'ailleurs la revue qui s'appelle Psychische Studien, donc les études psychiques. Et, et certains des collègues très proches de Wundt, comme Gustav Fechner, pratiquent le spiritisme et étudient tout ça avec un regard scientifique, hein. Wundt va être invité à venir à des séances de médiumnité et il va rester en tout et pour tout 15 minutes. Il reste 15 minutes, il dit c'est n'importe quoi, je me barre, et il va écrire des pamphlets pour dénoncer l'attitude de ses collègues qui s'intéressent à ces sujets. Et ces pamphlets vont malheureusement, effectivement, convaincre un certain nombre de personnes, même s'il n'a pas des arguments empiriques très, très fondés, mais en disant, vous vous rendez compte, c'est la fin de la science, on va tomber dans la superstition. euh, et puis, vous imaginez si ces phénomènes existent, si on est capable de bouger des objets à distance, il n'y a plus de sécurité nulle part, les gens vont pénétrer dans les esprits. Et donc, il dit, ce n'est pas le monde que je souhaite. Et alors, bon, je suis actuellement en train de mener une étude sur Wundt parce que je trouve que cette position de Wundt, elle est pour moi hilarante, parce que Wundt, en réalité, c'est un adepte de Maître Eckhart. Donc, je ne sais plus laquelle d'entre vous a dit qu'il travaillait sur Maître Eckhart, mais en fait, Wundt, à 25 ans, il a eu une expérience de mort imminente. Il a fait une hémorragie tellement grave que les médecins l'ont déclaré complètement condamné. Sauf que à ce moment-là, il a cette expérience spirituelle qui le met en contact avec le divin, avec la lumière, etc., l'amour, et il revient à la vie. Et il va d'abord, bon, il est protestant, il va chercher dans la religion protestante et la mystique protestante un relais intellectuel de l'expérience qu'il a vécue, et il va finalement plutôt le trouver chez Maître Eckhart. Et c'est lui-même qui le dit, il le conclut dans son autobiographie en 1920. Il dit, voilà, toute ma vie, j'ai été complètement guidé par mes convictions religieuses, mais alors pourquoi tu as à ce point fait un schisme total entre la vision d'une psychologie scientifique et cette question religieuse? Eh bien, il dit, c'était important pour moi qu'il y ait un domaine de la rationalité et un domaine de la vie mystique. Et il a cherché à séparer totalement les deux.
et a considéré que tout ce qui était du côté du paranormal, de l'hypnotisme, de l'inconscient, du subconscient, etc., c'était des objets obscurs, c'était la face nocturne de la science, et qu'elle ne devait être réservée qu'à une approche religieuse, et même, je dirais, personnelle, mystique, et que ce qui pouvait être objectivé n'était qu'une toute petite partie de la psychologie, et c'était son découpage, je dirais, personnel, complètement dogmatique, qu'il a imprimé à l'ensemble du champ psychologique. Ce qui est du coup complètement fou que personne ne soit rendu compte que la façon dont la psychologie a été construite est une façon complètement imbibée de croyances religieuses, en réalité. Et ok, ça c'est l'Allemagne, mais sur la France, c'est quand même Janet qui bosse dessus et qui. Bonjour. Bonjour, pardon, excusez-moi. Et qui va amener après à toutes les strates de niveau de conscience. Donc il y a quand même Alors, des gens qui alors sont pas dans le fil allemand, quoi. ben, en fait, Janet, je l'ai aussi beaucoup étudié, et Janet, c'est une girouette. C'est une vraie D'accord. girouette. Janet, il commence ses études, il dit qu'il veut bosser sur l'hallucination en psychopathologie, et on lui présente une somnambule lucide. Une somnambule lucide, c'est quelqu'un qui, une fois magnétisé, développe des capacités de vision à distance. On est en Normandie, elle a déjà été employée pour découvrir des trésors, résoudre des enquêtes criminelles. Elle va être impliquée dans l'affaire Dreyfus. Elle va donner des éléments importants pour faire avancer l'enquête. Donc Janet bosse avec elle et se rend compte que parfois, quand mentalement il veut faire une suggestion, elle le capte sans qu'il l'ait à verbaliser. Il dit c'est très étonnant, il y a comme une communication de pensée à pensée, ce qu'on appelle à ce moment-là la suggestion mentale. Et donc, il dit qu'il veut vérifier ce phénomène, il se met dans une autre pièce, et il va par exemple prendre une aiguille, ou se brûler un doigt, etc. Et la somnambule, Léonie, se met à crier et à pointer l'endroit du corps qui a été touché. Donc il dit c'est super intéressant, on va augmenter la distance et on va faire de façon complètement imprévisible des expériences où je dois l'endormir, lui donner des suggestions complètement bizarres du type bon il fait très beau mais vous allez avoir envie de sortir de chez vous avec un parapluie. Et il y a des gens sur place qui constatent que à des heures impromptues, elle s'exécute. Donc Janet va être connue pour avoir mis en évidence empiriquement l'hypnose à distance. Et tous les chercheurs du monde entier comme Myers, comme James, vont s'intéresser à ces études. Il y a certains qui vont les reproduire, les contrôler. Et James va même dire qu'il est en train d'écrire les principes de psychologie. Et il arrête, il fait une pause dans le manuscrit pour intégrer les travaux français qui parlent justement de ces phénomènes très étonnants. Donc Janet est d'abord connu comme ça, sauf qu'il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir faire carrière sur ces sujets. Il y a Charcot, à la Salpêtrière, qui lui dit moi, je t'ouvre un laboratoire de psychologie expérimentale, mais on arrête le merveilleux. Hein, toutes ces histoires-là, c'est fini. Et donc, Janet va ranger ces histoires sans jamais vraiment expliquer comment il a obtenu tout ce résultat. Et on a des témoignages que jusqu'à la fin de sa vie, il sera complètement passionné en fait par ces sujets. Encore une fois, il y a aussi une question biographique personnelle. Janet, à 16 ans, 17 ans, il a eu une crise mystique qui fait qu'il n'a pas du tout été en cours pendant une année parce qu'il se posait les mêmes questions métaphysiques que s'est posé James ou d'autres. Et donc, il a toujours été habité par une sorte de mysticisme un peu refoulé. Et donc, Janet va se transformer, va faire une sorte de repentir. Il va être un renégat de ses études psychiques et il va se présenter comme étant le plus grand sceptique, démontant les phénomènes paranormaux, les mystiques, la possession, etc. Tout ça, ce sera de l'hystérie. Tout ça, ce ne sera plus que de la pathologie. Il va avoir une voix, hein, il va avoir un accès au Collège de France, il va être un des grands psychologues français, mais dans une position de garde-frontière, rejetant le champ du merveilleux. Et donc, finalement, il va vraiment, en tant que girouette, suivre le revirement d'une grande partie des psychologues qui vont abandonner les recherches psychiques, qui vont les marginaliser. Et au tournant du XXe siècle, vous allez voir apparaître ce qui va s'appeler la parapsychologie, ça c'est un nom allemand, mais la métapsychique en France, il y a d'autres termes comme ça, et qui va devenir une sorte de subdivision de la psychologie, un peu la face obscure de la psychologie.
on peut voir que ce genre de choses fascine beaucoup parce que quand on voit les ouvrages, par exemple, de Stéphane Alix, concernant, je pense que vous connaissez, sur les EMI ou la médiumnité, c'est quelque chose qui a eu un franc succès. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé quand même et populaire, j'ai envie de dire, qu'à cette époque-là, je pense. Euh, je pense que ça, c'est peut-être une illusion rétrospective. Parce que le livre des esprits de Kardec, c'est le livre de philosophie populaire le plus lu du 19e siècle. Hein. On a du mal à imaginer, au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a en France 1,5 million d'adeptes du spiritisme. Je pense que même là, l'INRES de Stéphane Alix et la revue Inexplorée n'ont pas autant d'abonnés. Donc, on a souvent l'impression qu'on a des booms d'intérêt pour le New Age des années 70 ou aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a très peu d'études sociologiques et historiques qui arrivent à vraiment retracer tout ça. Vous avez encore récemment eu des études, des sondages IFOP sur les croyances des gens, et on a eu des sortes d'alertes que les jeunes se mettaient à croire à tout et n'importe quoi, que c'était une catastrophe, et que c'était la faute de TikTok. Et d'ailleurs, cet argument a fait augmenter la majorité numérique de 13 à 15 ans en France. Mais en réalité, les chiffres qu'on a depuis plus de 50 ans sur les croyances et les pratiques des gens vis-à-vis du paranormal, elles sont hyper stables. C'est vraiment très étonnant. On a une pyramide des âges très stable. Quand on est jeune, on est amené à croire à beaucoup de choses. Quand on est plus vieux, on croit à moins de choses. Mais en fait, c'est les mêmes jeunes qui vieillissent et resserrent un petit peu leur nœud de croyance. Et ça, c'est vrai dans toutes les sociétés occidentales où on fait les mêmes types de sondages. Et vous avez en gros 50 à 70% des gens occidentaux qui croient à au moins un phénomène paranormal, comme la télépathie ou les fantômes. Et vous avez 30 à 50% des gens qui affirment avoir vécu une fois dans leur vie une expérience qu'elles interprètent comme paranormale, spirituelle, etc. Donc c'est assez massif comme mouvement. Et effectivement, ce qui va être très étonnant, c'est que c'était déjà le cas, en fait, à l'époque de James. Ce que font Myers et la Société de recherche psychique, c'est un sondage, une de leurs premières études, c'est un sondage par voie de presse. Avez-vous déjà vu, ressenti, entendu une présence d'une personne qui ne devait pas être là pour telle ou telle raison? Et ils vont avoir des milliers de réponses qu'ils vont non seulement analyser statistiquement, mais enquêter. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils ont une réponse, ils vont avoir des témoignages écrits, demander d'autres personnes témoins qui vont confirmer les choses. Et à partir de là, ils se disent, ben, il y a environ 10 à 15% de la population, à cette époque-là, qui revient avec des témoignages. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez massif pour qu'en tant que scientifique, on dû se saisir de ce sujet. Et c'est pour ça que les sociétés de recherche psychique, elles sont déjà démocratiques, elles sont déjà populaires, puisqu'elles disent envoyez-nous vos témoignages, alertez-nous si vous avez un fantôme chez vous, on va débarquer. Et ils essayent de faire ça dans un cadre scientifique, un cadre sérieux, qui doivent construire, puisque finalement, il y a rien qui existe à cette époque. Aujourd'hui, on a 150 ans de recul, mais on a en France toujours une situation assez dégradée où il n'y a pas d'unité académique de recherche en parapsychologie, il n'y a pas d'experts reconnus. Je veux dire, Stéphane Alix, il se pointe, il est journaliste reporter de guerre, et ben on lui ouvre la porte de tous les médias, il peut comme ça faire un business plan absolument incroyable, puisque moi j'ai travaillé avec lui au début, hein, je l'ai rencontré avant même l'INRES. On avait un peu un projet similaire. Moi, comme je vous ai dit, j'ai créé un service de consultation gratuit pour les personnes qui vivent ces expériences, et il avait communiqué sur son intérêt de faire ça. Et donc, je l'avais rejoint au début dans la construction d'un manuel clinique qui est devenu le manuel clinique des expériences extraordinaires. Et puis, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même approche, puisqu'il n'était pas du tout clinicien, il est journaliste. Et puis, il avait créé une association qui très rapidement est devenue une société à but lucratif. Et là, il a développé des contenus, il a vendu des contenus, c'est ce qu'il fait toujours, hein, c'est toujours un truc comme ça. D'ailleurs, il y a 2, 3 jours, j'ai vu qu'ils allaient créer une version de leur magazine qui s'appelle Inexploré pour les praticiens. Voilà. Euh, et donc, bon, il y a une attente du public pour tout ça. Les gens vivent ces expériences, n'ont pas forcément d'adresse
ni de connaissances scientifiques. Les, la- la- les travaux scientifiques qui se font sur ces sujets sont très mal communiqués en France. En fait, par exemple, on verra hein, sur les expériences de mort imminente, vous avez sûrement entendu parler de la chose, mais ce dont vous avez entendu parler, c'est la version chewing-gum médiatisée, vulgarisée de là où on en est des recherches. Donc on est obligé de déconstruire tout ça. Et même, je dirais, non seulement on n'a pas de parapsychologie, mais on n'a pas non plus de psychologie de la spiritualité, des religions, dans un cadre académique. Il existe un courant de la psychologie aux États-Unis qui s'appelle la psychologie transpersonnelle, qui essaye justement de reprendre le relais de cette psychologie religieuse en s'intéressant aux expériences qui s'appellent transpersonnelles, donc voilà, qui sont des contacts avec le monde spirituel ou le divin, aux états non ordinaires de conscience et aux pratiques comme la méditation, le yoga, des choses comme ça, qui vont chercher le chamanisme, des états non ordinaires de conscience à des fins thérapeutiques. En France, la psychologie transpersonnelle, elle n'existe pas. Il y a quelques personnes qui font ça, mais qui sont des praticiens non universitaires, qui ne font pas de recherche scientifique. Donc on a un énorme décalage entre le discours savant possible et l'engouement populaire. Et vraiment en train de marcher sur la tête avec un intérêt massif de la population qui consomme des praticiens du paranormal, qui consomme des contenus sur ces thématiques, que ce soit Inexploré, l'INRES, c'est juste, voilà, ça répond à des besoins, mais vous allez simplement au cinéma, vous lisez les best-sellers du Amélie Nothomb, du Guillaume Musso, du Marc Lévy, le paranormal est absolument partout et suscite une fascination sans borne. Oui, il y a un véritable business là derrière, hein, il faut pas se leurrer. C'est vrai que quand on prend par exemple Ed et Lorraine Warren, ils se sont vraiment servis de tout ce qu'ils ont fait, de leur notoriété pour après, faire un musée, enfin vraiment, que ça devienne rentable en fait. Oui, bien sûr, et en fait, on ne peut pas empêcher des gens de le faire comme ça. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est la proportion. C'est-à-dire que l'argent qui va être investi dans le développement commercial et de culture populaire autour du paranormal, c'est tellement des millions de fois plus que ce qui va être donné pour les recherches scientifiques. Moi, je le vois bien, j'essaie de faire financer des thèses, des colloques, où on ramène des experts sur ces sujets. J'arrive pas à choper 2 000 euros, quoi. Et donc, c'est un décalage immense parce que les gens vont payer une fortune en praticien du paranormal, une fortune en consommation de plein de choses. Il faut comprendre que, par exemple, un tiers des livres qui sont vendus à la Fnac sont des livres de développement personnel, grosso modo. C'est un secteur majeur du monde éditorial, avec un vide scientifique derrière, mais qui pousse aussi des auteurs qui veulent être un peu connus à vulgariser dans ce sens-là, quoi, à aller chercher, à achalander finalement de ce côté-là. On peut continuer avec la discussion, hein, moi ça m'intéresse toujours. C'est sûr, moi, après, je sais pas si vers où vous allez aller après, donc, parce que tout ça, est sur la. Moi, je suis hypnothérapeute, en plus de mon métier. Comme ça, Aurore, elle connaît beaucoup ces choses-là aussi. Donc, ça permet de centrer un peu les Très bien, très discussions. bien. Euh, sur tout ce qui est mystique, il y a quand même après l'apport de Jung sur le. Revérifié après pour moi par les neurosciences aujourd'hui. Je ne vais pas appeler ça neurothéologie parce que c'est le terme d'Adolf Huxley, mais et sur comment appeler ça, cette énergie bienfaisante sur les bienfaits des expériences religieuses au niveau prouvé aujourd'hui au niveau cérébral, pas prouvé au sens bien prouvé. Prouvé en tout cas neuroscientifiquement en termes d'activité spécifique cérébrale. C'est une question, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord.
Euh, En fait, la neurotologie, pour moi, elle n'est pas encore suffisamment développée. Ça, c'est un point, hein, c'est vraiment voir les corrélats neuronaux de toutes ces expériences. Par contre, il y a quand même assez de travaux sur les aspects des bienfaits. Voilà. Vous avez tout le travail de Ronald Koenig, vous avez Kenneth Pargament. Donc, j'ai un collègue qui est qui habite sur Thionville, qui est chercheur associé dans mon laboratoire, qui s'appelle Claude Bergmans, psychologue, et il a publié encore récemment un grand livre sur spiritualité et santé, qui compile tous ses travaux de recherche et qui montre que ouais, vraiment, il y a un niveau empirique très très avancé où on sait qu'en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait vraiment pousser, intégrer dans nos pratiques de soins de ce côté-là. Tout à fait. Monsieur, j'ai une question par Oui. rapport à Mario Varvoglis, du coup. Euh, parce que vous avez parlé de la revue de Stéphane Alix et je voulais savoir ce que vous pensez de cette personne. Et comment vous l'avez croisé, vous? J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches à un moment et voilà. Ok, très bien. Ah, c'est bien. Il faudrait que je rebondisse aussi sur l'hypnose. Donc, Mario Varvoglis, c'est typique des décalages culturels. En fait, là, je vous parle de situation un peu franco-française, hein, au sens Mhm. où Mario Varvoglis, bon, il est né aux États-Unis, mais d'origine grecque. Il a pu travailler, il a fait une thèse de psychologie expérimentale sur des thématiques de parapsychologie, et il a travaillé à temps plein, rémunéré, en parapsychologie expérimentale aux États-Unis. Ensuite, par amour, il est venu en France dans les années 80, et là, il s'est rendu compte que il n'y avait pas une parapsychologie développée en fait. Chez nous, il y Ouais. avait vraiment un vide intersidéral, et il a travaillé à faire des ouvrages de vulgarisation, la rationalité de l'irrationnel, le sixième sens, etc. Avec Marie-Monique Robin, il a fait un documentaire par exemple. Et il y a en France un seul truc, c'est une fondation de recherche donc reconnue d'utilité publique qui s'appelle l'Institut Métapsychique International, qui existe Oui, depuis l'UMI, oui. 1919. Mm. Et il en a pris la présidence en 1998 et pour l'instant, il n'a toujours pas passé le relais. Bon, soit. Et donc, moi, j'ai été bénévole à l'IMI. C'est là, en fait, que s'est fait le service de consultation, puisque l'IMI, sans avoir à faire beaucoup de publicité, va attirer des personnes qui sont en demande d'expertise, d'information, d'aide sur ces sujets. Donc, on a eu des centaines de personnes qui sont arrivées. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, c'était à la période où l'INRES se lançait. Et l'INRES, c'est un peu une vitrine vide, hein, il n'y a rien derrière. Et donc, tous les gens qui venaient en demande d'écoute, ils nous les envoyaient à l'IMI. Et donc, Mario Varvoglis, c'est très étonnant, c'est quelqu'un qui a une expertise reconnue au niveau international, dans la parapsychologie scientifique toujours. On a publié tout récemment avec lui un grand manuel de parapsychologie scientifique chez Duno. Il a un chapitre dedans, c'est un ouvrage que j'ai dirigé. Et donc, c'est assez atypique. C'est quelqu'un qui, en France, ne peut pas vivre de ses recherches, qui, du coup, s'est converti dans le coaching créatif pour les entreprises. Mais très clairement, voilà, il fait partie des 50 meilleurs chercheurs dans le monde en parapsychologie. Voilà. D'accord. Merci. Ça me rassure. Alors, Non, j'ai pas de une souci. question aussi. Allez-y. Peut-être que c'est pour revenir un peu en arrière concernant cette conception de James, si je ne me trompe pas, qui pour lui, l'Église serait une sorte de mélange de fanatisme, d'hypocrisie et tout ça. Et donc, plutôt, il faudrait avoir une relation un peu plus personnelle avec le divin. Et alors, qu'est-ce qu'il dit de la pratique communautaire de cette relation? Peut-être vous l'avez dit et que je n'ai pas trop prêté attention, mais qu'est-ce Non, qu'il non, non. propose? Non, vous avez raison, je ne suis pas arrivé jusque-là. C'est une critique, notamment que Taylor fait de James, hein, parce que James, il frappe fort hein, sur les religions, mais sans les religions, il n'y a pas de transmission. En fait, les idées ne peuvent pas circuler comme ça. Il faut forcément s'organiser pour vivre la foi, pour être initié. Donc, bien sûr, c'est de certaine façon une religion de seconde main où il y a une perte
du tissu de l'expérience initiale, mais sans laquelle il n'y a pas de transmission. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que James ne s'est pas tellement intéressé à la vie religieuse collective, aux sacrements, etc. Et c'est ce qui fait aussi le lien, cette vie religieuse collective, elle peut être aussi un apport, une source pour justement aller vers ces expériences spirituelles qui peuvent pas juste tomber au coin de la rue ou en traversant un beau paysage. Donc là, il est passé peut-être à côté de quelque chose sur lequel d'autres auteurs ont pu un peu plus arrondir les angles. Voilà. Ouais, on voit chez James une sorte d'exclusion de la théologie du centre de la vie religieuse. Il met vraiment la théologie à côté, mais cette position n'a pas été suivie par tout le monde, en tout cas. Merci. Et sur l'hypnotisme, pour dire quelque chose, il se trouve que vendredi, là, donc demain, en fait, j'ai organisé une journée d'études à Nancy sur l'hypnose à Nancy, puisque c'est un grand centre de l'hypnose, historiquement. Et donc, on va avoir l'abord historique et les recherches aussi contemporaines. Et j'ai créé un parcours dans la ville de Nancy, gratuit, via une application qui s'appelle Baludique, où on peut revivre, rencontrer en fait les grands chercheurs de l'hypnose. Et il faut comprendre que, par exemple, Myers, dont je parlais tout à l'heure, avec son frère, avec d'autres chercheurs anglais, sont venus à Nancy parce que justement, ils ont appris des choses sur la façon de pratiquer l'hypnose, qui est une sorte d'héritage du magnétisme animal, en réalité, ici. Et à l'époque, quand ils étaient là, ils ont aussi pu observer des phénomènes très étonnants de suggestion mentale, de phénomènes de communication avec les défunts via l'hypnose. Et donc, il y avait tout un cortège de merveilleux autour de l'hypnose qui s'est maintenu, mais qui a été un peu effacé des tablettes par à la fois certains des protagonistes de cette histoire et certains des historiens. Mais tout ça, Pourtant, vous aurez l'occasion de le si, revivre. c'est la ville de Bernheim à la fin, non? Quand même. Oui, Bernheim était quelqu'un qui avait une position en fait singulière par rapport à Liébaud, par rapport à Bonis, etc., à d'autres protagonistes nancéens. Parce que Bernheim, lui, il avait cette vision très anti-merveilleux. Voilà. Ouais, il voulait absolument effacer ce truc-là. Et même quand il a été amené à constater certains phénomènes puisqu'il y avait notamment une somnambule lucide qui s'appelle Camille Simon, qui était l'équivalent de Léonie pour Janet, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui, en état d'hypnose, faisait des prédictions, a résolu des enquêtes, faisait des trucs incroyables. Ah ben, même ça, il dit oui, moi j'ai rien constaté avec elle, et ses collègues, proches collègues, suspectent chez lui un peu d'hypocrisie. Voilà. Voilà, en tout cas, le parcours, il est là tout le temps, et s'il y en a qui passent à Nancy ou qui habitent à Nancy, vous pourrez être amusés d'aller le faire. Vous pouvez nous redonner le nom de l'application, pardon? Oui, l'application s'appelle Baludique, avec un K à la fin, et le projet s'appelle Nancy Hypnose, en un mot comme ça. Ok, merci. Ouais. Voilà. Bon, j'ai encore plein de choses à dire éventuellement sur James. Je vais passer rapidement, en fait. Qu'est-ce que dit James de l'expérience religieuse? Il a souvent cette description comme une sorte de nouvelle naissance. Hein, ce sont des gens qui sont déjà inscrits dans le monde, et là, ils naissent une nouvelle fois, et donc ils vont développer à partir de là une sorte, enfin, ils vont rencontrer une certaine épreuve qui, qui est une revivification, une renaissance pour eux, et qui leur fait prendre, enfin pour James, finalement, ce qui se dégage après cette épreuve est une forme de plus authentique de réalité de la religion, quelque chose de plus profond. C'est comme une délivrance qui va leur donner un sentiment d'assurance, de salut, qui rend le monde beaucoup plus signifiant et qui permettrait de faire triompher le bien. En tout cas, la plupart de ces génies religieux qui l'investiguent euh, présentent en fait ces caractéristiques-là. Bon, je passe. Et c'est assez étonnant parce que finalement, James va continuer à développer ces mêmes doctrines de psychologie religieuse à travers sa philosophie, et notamment, il a été très connu pour sa notion du pragmatisme. Et le pragmatisme,
c'est aussi une réponse à d'autres auteurs, et notamment William Clifford, qui disait tout ce qu'on doit accepter en tant qu'individu, qu'être humain, c'est ce qui vient de la science. Il disait, hors de la science, finalement, pas de salut. Il y a vraiment cette théorie qui est développée à cette époque-là. On ne peut croire, en réalité, que ce que la science prouve. C'est une position qui est finalement assez partagée dans la communauté scientifique. Et James, lui, à partir de ses études d'expérience spirituelle et religieuse, il va dire, bah non, en fait, ça marche à l'envers. Il y a des gens qui croient, et du coup, les choses deviennent réelles pour eux. Donc ce pragmatisme qu'amène James, c'est un pragmatisme qui dit, si vous devez faire le pari, il vaut mieux commencer par croire pour que les choses adviennent, plutôt que se fermer, être dans une incroyance, qui est une forme finalement négative de position croyante, parce que vous allez vous fermer un pan du réel. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le mode de l'idéalisme magique ou de l'idéoplastie. Euh, la conviction que James va porter issue de ses recherches psychiques, c'est qu'il y a vraiment une sorte de circularité entre la croyance et le réel, via finalement ce qu'on pourrait appeler la magie, et le pragmatisme de James, qui n'est pas le pragmatique américain, genre bon, on fait les choses, on optimise, etc. C'est un pragmatisme qui met la croyance comme étant un point de départ. Si vous voulez bien comprendre finalement l'apport de tout ça, il y a un médecin français qui s'appelle Hubert Larcher qui présentait le doute méthodique de Descartes. Je vais juste aller sur le truc. Le doute méthodique, c'est cette idée que ne jamais recevoir quelque chose comme vrai si je n'ai pas douté à son sujet, en fait. Je n'accepte que les choses qui sont passées par le prisme d'une certaine rigueur scientifique et du doute. Donc ça, Descartes amène cette efficacité du doute dans la construction des connaissances. Et Larcher dit, oui, très bien, mais il faut compléter absolument ce précepte avec le précepte de croyance méthodique. Ne recevoir jamais aucune chose pour fausse que je la connusse évidemment pour telle. Et donc, pour lui, il dit, il va falloir croire à des choses, s'imaginer que, par exemple, je sais pas, la télépathie, l'ectoplasme, c'est possible, pour qu'il y ait des conditions minimum pour que le phénomène puisse advenir. Et donc, les deux se combinent très bien. Je doute parfois que je dusse douter. Je dois douter de tout, y compris du fait qu'il faille douter. Et donc, cette ouverture à l'inconnu, la tolérance à l'ambiguïté et finalement au paranormal, est une des conditions qui permettrait à ces phénomènes d'advenir. Et donc, ça se combine très bien avec ce que dit James, c'est que c'est des gens qui ne savaient pas, par exemple, que telle chose était impossible, et comme ils ne le savaient pas, ils l'ont fait, d'une certaine façon. C'est un peu une blague qui est un jeu de mots, mais vous avez des milieux culturels qui vont entériner un certain nombre de croyances. J'ai parlé par exemple des médiums dans le cadre du spiritisme kardéciste. Et localement, ils vont créer un univers où ces croyances peuvent se manifester, se matérialiser. Et ce que James constate, et maintenant avec un recul historique, on pourrait vraiment trouver ça, c'est que on a vraiment des contextes porteurs de réalités alternatives, d'une forme de plasticité de la réalité qui va s'accommoder des croyances locales. Et donc, il y aurait une rupture par rapport à l'universalisme, où on chercherait une vérité qui serait la même pour tout le monde et une réalité qui serait la même pour tout le monde. Avec les idées que dégage James, il est tout à fait possible que, à telle période, dans tel milieu, il y ait eu des ectoplasmes, qu'à telle période, dans tel milieu, il y ait eu des phénomènes de télépathie incontournables, etc. Et James lui-même, il est coincé là-dedans, au sens où, autant bon, la psychologie, la philosophie, à un moment il a fait le tour et il a balancé,
autant la recherche psychique, il a gardé cet intérêt, cette passion toute sa vie. Et il dit notamment qu'il a étudié une médium de Boston qui s'appelle Leonora Piper. Et avec Leonora Piper, il a étudié pendant 10-15 ans. Il a eu des phénomènes hyper étonnants où elle empruntait les personnalités de défunts et elle faisait des révélations impossibles à connaître autrement qu'ils avaient réussi à vérifier, à confirmer. Et donc James dit, tous les corbeaux sont noirs, mais il y a des corbeaux blancs. Et Piper, c'est mon white crow, c'est mon corbeau blanc. C'est vraiment une anomalie, une exception qui fait que la règle s'effondre. Et c'était indubitable pour lui, il l'avait constaté par lui-même, et il peut très bien comprendre que pour certains individus, il y a une sorte de croyance qui les place dans une alternative, dans une marginalité, puisque leur univers de réalité euh, a ce paramètre supplémentaire que les autres ne vont pas avoir. Les gens qui n'ont jamais connu Piper, qui n'ont pas lu les rapports qui ont été faits sur ses recherches, qui n'ont jamais vu d'ectoplasme, c'est mon cas, hein, voilà, eh bien, ils n'ont pas accès au même réel. Et donc, il y a vraiment toute une autre vision, finalement, de la part du coefficient personnel, Oui. de l'engagement personnel du chercheur, qui va lui créer une réalité sur mesure. Voilà. S'il vous plaît, on a un autre cours. Bah, très bien. Bah, moi, je peux m'arrêter là-dessus si ça vous va. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler d'expériences de mort imminente. Merci. Merci beaucoup, c'était Merci à vous. passionnant. Au revoir. Belle journée, au Merci. revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne au expérience revoir. à tous. Alors. T'as pas compris qu'il n'y avait pas cours après, Geneviève. Ouais, et puis qu'elle arrête de couper les profs comme ça quand ils disent des trucs intéressants. Ah ouais, mais bon. C'est Geneviève. Ah ouais, mais à un moment donné. Sur mon disque dur de paranormal, moi, fait chier. Il était intéressant ce gars. Hein. Ouais, il est intéressant. Ouais. Franchement, il est bien. Mais j'ai loupé le début, donc. Ouais, moi aussi. Du coup, c'est un peu galère. Après, je vais demander si c'est un cours ou pas. Mais... T'as dit, on a eu aucun cours. Non, mais s'il lisait un cours. Mais en fait, j'étais voir son truc à lui, là. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. Et en fait, il y a juste un PowerPoint sur la lucidité. Ah, et donc. Attends. Moi qui l'ai modifié, là. Non. Ça va, il n'a rien modifié. Il y a des vidéos de l'année dernière. Il y a un PowerPoint sur l'expérience de mort imminente. Ouais, Lise, on te voit. Il y a quoi? Et spiritualité, ouais. Et juste et la lucidité terminale. Salut Elise. Ne t'entends pas. Je veux juste récupérer la retranscription. La retranscription, ouais, je pense. Mais il faut attendre qu'il ait stoppé l'enregistrement. Et comme il n'a rien stoppé, qu'on est là. Non, mais c'est bon, ça va. Je vais la choper. C'était cool, c'était vraiment cool. Ça me rappelle mon ancien cursus. Non, c'est intéressant. C'est bien. Bah, écoutez, je vais sortir tout mon disque dur de vieux livres paranormal là. Ouais. Je vais mettre le nez dedans. J'ai envie de relire Kardec, moi. C'est ça, ouais. Oh, Karim, à bientôt. Salut. Tu files en cours, toi, là? Il y a paléographie, il n'y a pas. Ah, mais on n'a pas cours, du coup, en fait, là. Ah non, la paléographie, il n'y a pas, mais Geneviève, elle comprend rien. Mais si, elle comprend. Elle n'a pas eu l'info, je crois. Je l'ai mis sur le groupe. Ah, mais elle voit pas en direct à chaque fois. Ah, non, mais tente. Ça. T'arriverais à me choper la transcription? J'y arrive pas. Bah, pour l'instant, tant que l'enregistrement n'est pas arrêté, en fait, non. Je peux pas copier, ok. Tu pourras, une fois que ce sera stoppé, la vidéo sera téléchargée, sera passée, tu pourras aller sur le site et prendre toute la transcription. Ok, ah, c'est dommage, on aurait pu continuer le cours. Ouais, c'est ça. Mais bon, Geneviève, ça fait 2 fois qu'elle coupe les profs. On dit, on a un cours après, donc c'est un peu galère. Il a fait le coup hier aussi. Mais bon. Pour cours de quoi? Hier, c'était quoi? Je sais même plus ce qu'on avait hier. Bah attends, on va couper parce que tout s'enregistre. À tout de suite.